Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission de début mai. Je reviens d'une semaine et demie de vacances. C'était très cool. Mais pendant cette période de temps, le Bitcoin n'a pas fait grand chose. On était vers les 30 000 finalement avant mon départ. On se retrouve aujourd'hui sur les 28 000. On va vraiment parler du Bitcoin aujourd'hui sur cette émission. Regarder les graphiques, long terme, la temporalité, plus court terme également. On ira parler du Crypto Fear and Greed, de la carte des liquidités. Et on va essayer de tirer quelques conclusions sur ce qui pourrait se passer pour ce mois de mai. Et bien sûr, je pense que je débuterai avec la clôture mensuelle du mois d'avril, qui peut-être sera intéressante, je ne sais pas. Je vais la découvrir avec vous. Ceci étant dit, je vais vous passer la très courte introduction. Moi, je vous dis à tout de suite pour le début de l'émission. Alors, cette clôture mensuelle, finalement, elle est intéressante. On voit qu'on est sur une continuation haussière. On a 1, 2, 3, 4 bougies consécutives dans le vert. Ça veut dire que depuis 4 mois, le Bitcoin ne fait que monter. On entame par contre le mois de mai dans le rouge. C'est vrai que là, nous sommes le 2 mai. Si je me positionne en daily, effectivement, les 2 dernières bougies, notamment celle d'hier, est assez négative. Donc oui, on commence ce mois de mai dans le rouge. En attendant, ça ne remet pas du tout en cause la tendance haussière qui a débuté finalement 4 mois au préalable. En revanche, il faut se méfier avec ce que l'on a à l'écran, en tout cas sur ce graphique mensuel, puisqu'on voit un très gros V-bottom qui s'est construit. Et ça, c'est pas quelque chose de sain. C'est pas quelque chose de sain sur le très long terme. On peut s'attendre forcément à un retour, à un retest avant une poursuite haussière, un peu comme c'était le cas ici en 2018. Vous voyez cette hausse très violente qui s'est produite, s'est traduite par la suite par finalement la formation d'un W. On peut supposer que quelque chose de similaire peut se produire, ou je pourrais le dire autrement, on peut estimer que la probabilité pour que ça se produise est plus importante que la probabilité finalement qu'on ait un Bitcoin qui vienne chercher un nouveau sommet directement. Voilà, donc partant de ce principe, ça peut être intéressant de revendre par palier, petit à petit ces cryptos, lorsqu'on viendra, si ça arrive, lorsqu'on viendrait chercher les 40 000 $, 50 000 $, si ça arrive dans les semaines, mois qui viennent. En attendant, on commence le mois de mai dans le rouge, et maintenant ce qui va être intéressant de faire, c'est d'aller zoomer sur cette partie-là et cette partie-là, voir si on a quelque chose d'assez similaire. Finalement, on va essayer de comparer les deux cycles, mais sur de plus court terme. Pour faire cela, on va commencer par regarder d'abord le weekly. Actuellement, nous sommes, donc j'ai repositionné finalement ma barre de halving par rapport finalement à ce que j'ai trouvé sur le décompte, sur le compte à rebours. Je prends le halving, je prends le niveau actuel, on est à peu près à 40, attendez, je vais essayer d'être précis, 49 barres. Donc on est à 49 semaines du prochain halving. Si je prends 49 semaines sur le cycle précédent, ça nous amenait ici sur cette bougie rouge qui se trouve à cet endroit-là. Donc en termes de temporalité, de façon très simple, on voit que tout a été respecté, c'est-à-dire que si on prend ici le prochain halving, et c'est ça qui est assez incroyable en fait sur le graphique du Bitcoin en ce moment, et qu'on prend le bottom, on voit 75 barres. Voilà, je vais essayer d'être précis. Alors le bottom précis a été ici touché sur les 72 barres. On voit qu'il y a eu cette petite mèche, donc c'était au 15 300 au mois de, je crois, novembre ou décembre 2022. Et si je prends du coup 72 barres, regardez, on va essayer de regarder un peu ce que ça donne. Voilà, et bien c'était également le bottom donc du Bitcoin ici en 2018. Donc on arrive à voir cette cohérence assez incroyable sur les différents cycles. Ça, je le répète toujours, mais voilà, pour les nouveaux, ça me semblait important aussi de le rappeler de nouveau. Donc c'est pour ça que c'est pertinent quand même de regarder où est-ce que nous nous trouvons actuellement. Et c'est vrai qu'on voit qu'on se trouverait potentiellement sur cette phase de marché. Et donc là, on voit que le Bitcoin par la suite était monté encore de 78%. Donc 78% par rapport au prix actuel, ça nous fait... Je vais essayer de faire ça correctement, à peu près, même c'est pas à peu près, c'est très précis même, les 50 000 $. Voilà. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, bien sûr, on fait simplement de l'analyse de temporalité ici. On peut supposer que effectivement ça peut se produire dans les 1 à 2 mois qui viennent. Donc il faudrait que ça arrive, d'ailleurs si on reprend la temporalité ici c'est assez logique. Et derrière donc le sommet s'est produit finalement 3 barres après, c'est-à-dire 3 semaines après. Donc ça peut nous indiquer le mois de mai, donc 3 semaines ici, voilà, fin mai, on pourrait pourquoi pas imaginer donc les 50 000 $ avec cette analyse. Il y a d'autres éléments qui coïncident cette période de temps, donc c'était le 3 juin 2019, on avait un Crypto Fear and Greed qui était sur des niveaux à peu près similaires à maintenant. Donc même sur l'indicateur de peur, donc c'est l'indicateur de peur du marché, donc de peur et d'euphorie, lorsqu'on est au-dessus de 50 c'est l'euphorie, lorsqu'on est en dessous de 50 c'est la peur grosso modo, et l'extrême peur et l'extrême euphorie matérialisés par des niveaux supérieurs donc à 80 ou inférieurs à 20. Et on était sur une zone médiane comme maintenant, c'est-à-dire que si je prends ici, je me mets sur max, je regarde juin 2019, voilà on était sur les 63 à peu près. Donc là je me mets le 2 juin,
ici. Voilà, on était sur les 63 et vous voyez qu'on a eu ce pic baissier sur les 27 le 5 juin. Donc c'est intéressant de constater ça. Et si on regarde le graphique de l'époque, donc là en daily, on voit que cette peur, ce pic sur les 27 au niveau des Crypto Fear and Greed s'était traduit ici, à ce moment-là, lorsque le Bitcoin était passé des 8700 aux 7400 $. Donc en fait, c'était pas une baisse si violente, sauf qu'effectivement, beaucoup de gens, d'ailleurs, après ce W, voilà, et cette montée, voyaient un ralentissement de marché ici et avaient imaginé que là, un retracement pouvait s'opérer. Beaucoup de monde pensait que ça allait se produire. Donc j'en faisais partie d'ailleurs, des personnes qui pensaient que ce scénario baissier allait se produire. Et derrière, finalement, on a continué la poussée et on voit qu'on a eu quelque chose d'assez exponentiel, dans le sens où, vous voyez, on a une sorte d'arrondi qui se crée, avant enfin de casser cet arrondi et enfin de poursuivre et de former un M pour pouvoir observer un retracement. Donc je vous montre ça maintenant du coup parce que là c'est un peu le moment je pense. Vous avez ici 2018, voilà, vous avez ici le 2020, j'aurais dû faire l'inverse, le mettre à gauche pour le 2018, mais peu importe, 2023, donc ça c'est les prix actuels. Et donc si je reprends ça, eh bien on observe clairement qu'en fait ces graphiques exponentiels, ces hausses exponentielles se matérialisent assez régulièrement sur les cryptos, notamment le Bitcoin. Et là on voit que, je refais exactement ce que je viens de vous dessiner au préalable pour pouvoir vous faire la comparaison avec à côté, qu'on a eu cette partie exponentielle, la cassure ici, et le M qui s'est produit par la suite. Donc en fait, on voit que tant que cette ligne exponentielle finalement n'est pas cassée par le bas, eh bien la hausse n'est pas remise en cause. Et donc ici, vous voyez que sur le graphique actuel, je vais me positionner un peu comme ça, eh bien on a ici la première ligne droite qu'on peut observer, finalement la seconde qui est un peu plus importante avec un angle un peu plus incliné, donc le début de cette courbe exponentielle, la troisième droite finalement qui n'est pas encore vraiment tracée. On pourrait la positionner comme ça. Si c'est le cas et si effectivement là on rebondit directement à la hausse, on pourra dire qu'on aura probablement quelque chose d'extrêmement bullish. En revanche, on a encore toute cette marge ici finalement. On peut très bien revenir ici vers les 25, 24 000, etc. Mais tant qu'on ne revient pas chercher cette ligne-là, ou même qu'on la casse pas par le bas, eh bien on a ce potentiel haussier et cette potentielle continuation exponentielle donc, qui peut se produire avec un Bitcoin qui pourrait aller chercher les 50 000 $ en mai. Maintenant, on sait, c'est très difficile de spot ou d'identifier vraiment le top ultime. Évidemment, c'est très difficile. Regardez, le RSI nous donne certes une indication qu'on est en train de ralentir, mais c'était pas extrêmement facile de le faire en 2018. Et là, c'est pareil, on a un RSI qui touche un sommet ici. Finalement, depuis, il ne fait que ralentir. On peut très bien revenir par là, etc., avoir une continuation haussière. Mais les divergences, elles ne sont pas bien matérialisées ici sur le daily. Elles sont même souvent matérialisées beaucoup trop tard. Donc, ce que vous pouvez faire ensuite, si jamais ce scénario se produit, pour savoir jusqu'où est-ce que ça peut monter, ce que vous pouvez faire de façon beaucoup plus simple, c'est aller sur un graphique beaucoup plus long terme, tout simplement comme celui-ci par exemple. Mettre un Fibo de retracement, vous voyez finalement les 61,8 qui ont été touchés de façon précise. Donc sur le plus long terme, on voit qu'il y a de la cohérence en fait sur le niveau qui est atteint. Et sur le plus court terme, évidemment, c'est plus difficile. Et là, on voit les 61,8. Regardez ici, je zoome sur les 48 600. Bon, voilà, ça correspond presque aux 50 000. Donc ça colle en fait. Donc ça colle effectivement toujours avec ce prix des 50 000. Mais bien sûr, on sait que le marché fera de toute façon ce qu'il veut. Et ça reste qu'une analyse par rapport à l'historique du graphique du Bitcoin. Et c'est en aucun cas quelque chose de fiable et de sûr à 100%. C'est simplement une analyse et selon moi, la probabilité pour qu'on vienne chercher les 50 000 est probablement plus importante que la probabilité finalement pour qu'on redescende de 19 000 là pour ce mois de mai 2023 au vu de ce que l'on vient de voir sur nos différentes analyses. On peut dériver un peu sur la carte des liquidités. On observe qu'on a deux creux sur cette carte de liquidité, notamment le creux des 40 000 $ que l'on visualise ensemble depuis un moment, et un second creux qui probablement s'est formé par la suite, mais il ne me semble pas l'avoir vu au préalable avec vous, celui-ci, des 46 400. Vous voyez ? Donc c'est intéressant, on a ces deux creux qui pourraient pourquoi pas attirer le Bitcoin si jamais on devait avoir une hausse et une certaine euphorie sur ce marché. Mais ce qu'on aimerait vraiment voir, c'est une altcoin dominance qui monte. Si jamais on a un Bitcoin qui monte là jusqu'aux 50 000 et qu'on a également des altcoins qui prennent 20, 30, 50, 60% par rapport au Bitcoin, votre portefeuille peut faire x2, x3, x4 assez facilement. Et ça, il faut le savoir. Ces derniers mois ont été très haussiers pour le Bitcoin, mais finalement assez baissier pour les altcoins par rapport au Bitcoin. Ce qui fait que même si le Bitcoin a fait x2, la plupart des portefeuilles n'ont pas pu faire x2. Vous voyez, parce que vous n'avez pas que du Bitcoin dans votre portefeuille. Donc bien sûr, ça on en parle aussi assez régulièrement sur la chaîne.
Et je fais des matinales, donc des émissions qui sortent le matin. J'ai pas pu le faire aujourd'hui, je le ferai les jours suivants, où on voit différents secteurs, notamment on va voir les tokens Play to Earn, on va voir les tokens Privacy Coin, Storage Coin, etc. Les tokens intelligence artificielle, les choses comme ça. On va voir par secteur les cryptos qui sont intéressantes, celles qui le sont moins, et comment est-ce qu'on peut essayer de diversifier notre portefeuille. Voilà, donc ce sera pas le sujet de l'émission du jour. Là, on a bien sûr déjà beaucoup parlé du Bitcoin, et je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Mais je voulais simplement vous faire ce rappel qu'effectivement, demain, après-demain, etc., on ira plus sur les altcoins et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut imaginer les choses pour la suite. En attendant, on va finir cette émission avec la partie trading. Donc je m'amuse à trader avec vous sur Bybit, donc sur des contrats dérivés. J'ai commencé avec 100 $, aujourd'hui il y a 108 $, il y a 2 trades perdants, un trade gagnant. Vous voyez, donc si on fait 50% de réussite, on sera plutôt gagnant, puisque finalement les trades gagnants nous permettent de gagner donc un 3 pour 1 pour la plupart du temps, donc au moins 2 pour 1 on va dire, et les trades perdants donc effectivement sont limités à une perte de 10 $ maximum. C'est ça l'idée finalement, et la stratégie qu'on a commencé à employer ensemble. Donc maintenant, on va regarder le prix du Bitcoin, essayer d'imaginer quel ordre on pourrait positionner sur Bybit pour pourquoi pas ouvrir un trade soit à la hausse, soit à la baisse en fonction de ce que l'on imagine. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que là, on avait un joli range qui s'était dessiné. Maintenant, ce range a été cassé par le haut, donc on peut supposer qu'on vient de le retester par le bas. Et ça traduirait, regardez ici, ça traduirait quelque chose d'intéressant. Je vous parlais en début d'émission de quelque chose d'exponentiel. L'exponentialité, vous la voyez ici. Et si effectivement on vient chercher cette ligne de support, eh bien on continuerait toujours à visualiser cette exponentialité. Donc ça nous montre un Bitcoin aux alentours des 25 000 $. Maintenant, finalement, ce range précédent, là ici on est en daily, on va plus le prendre en compte. On regarde simplement ce qui se passe en ce moment et on est sur une tendance haussière. Du coup, on tente que des trades à la hausse, c'est-à-dire à l'achat en long, et je ne tente pas de short pendant une phase haussière de marché, puisque là on trade quand même sur du assez court terme. Par conséquent, ce que j'aimerais faire, c'est comme je viens de vous le montrer juste avant par l'analyse, c'est essayer d'ouvrir un long sur cette zone de prix. Peut-être qu'on n'atteindra jamais ce niveau-là, mais effectivement, dans le cas où on l'atteint, eh bien, j'aimerais bien saisir une opportunité d'acheter du Bitcoin avec Bybit. Et donc, on voit que là, ça représente les 0,5, les 25 312. J'aimerais positionner un petit peu au-dessus de ces mèches pour mon achat. Donc, en l'occurrence ici, on a les 25 300. On va se positionner par exemple au 25 355. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, je vais pouvoir mettre mon long ici, à cet endroit-là. Donc, le profit, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Ce qui va m'intéresser, c'est le stop loss pour pouvoir déterminer avec combien de Bitcoin je dois rentrer en position. Vous allez voir, vous allez comprendre juste après, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je raconte. Donc où est-ce qu'on va positionner le stop loss? On voit qu'on a pas mal finalement de bougies à cet endroit-là, le cours a pas mal été travaillé. On pourrait se positionner, pourquoi pas, une sorte de ligne comme ceci. On peut supposer qu'effectivement ça c'est une forte zone de support. Pourquoi? Parce que là on a eu une clôture par ici, une clôture des mèches par ici, une clôture ici également. Donc on va se positionner dans ces environs et on va accepter que si le cours du Bitcoin descend grosso modo en dessous des 23 500, eh bien ce trade puisse être perdu. Maintenant pour les take profit, il va falloir pourquoi pas jouer quelque chose d'assez intéressant. Notamment pourquoi pas, on a vu ensemble, après ça va être à définir au fur et à mesure du temps en fonction de ce qui se passe. On a vu les 50 000 $, mais est-ce que là on va se mettre directement le take profit à 50 000? Bon, ça serait quand même très risqué. On a un risque-reward de 12, évidemment, c'est un trade qui a peu de chances d'aboutir. Malgré tout, on pourrait essayer d'être plus prudent pour pouvoir prendre des profits au préalable. Et peut-être qu'on sortira, si jamais ce trade est ouvert un jour, peut-être qu'on sortira de ce trade par palier. Qu'on fera ça au fur et à mesure en fonction de ce que l'on a. Déjà, il y a quelque chose de très cool que l'on peut voir, c'est que on a les 38,2 qui se trouvent vraiment sur le bas de ces mèches. Donc on a vraiment déjà la première, hop là, je me suis trompé, mais grosso modo la première zone de forte résistance par ici. On peut se mettre au niveau du bas de cette mèche qui se trouve là. Donc c'est vrai que là, vous voyez que pour faire cette analyse, je suis obligé d'aller sur quelque chose d'un peu plus long terme. Mais grosso modo, voilà, là on a un bon take profit qui pourrait se dessiner pour nous et ça nous ferait un risque-reward de 3,6 pour 1, ce qui est déjà énorme. On peut même se mettre un petit peu en dessous comme ceci. Et puis on peut en parallèle mettre un Fibo de prolongation, récupérer finalement cette première hausse, cette ligne-là. On a les 123 ou 31 000. Donc c'est vrai que c'est une zone qui peut faire office de résistance sur le plus court terme. Donc le positionner ici aussi, ça peut être intéressant. Donc là, vous avez toujours une récompense de 2,75 pour 1. Donc là, si jamais le marché nous offre cette opportunité de redescendre aux 25 000, on a vraiment un trade
très très intéressant à ouvrir. Alors vous l'avez compris, moi je veux durer dans le temps, je veux pouvoir continuer à trader dans 1 an, 2 ans avec ces 100 $ que j'avais finalement initié pour cette expérience que l'on fait ensemble. Et du coup je ne veux pas que ce trade puisse faire en sorte que je perde plus que 10 $. Voilà. Et donc pour ça, eh bien, je vais sur cet outil que vous avez ici, que j'ai créé. Vous pouvez l'obtenir d'ailleurs avec une petite donation, je vous le partage. Vous pouvez le faire vous-même également, hein, ce tableau avec vos calculs, c'est assez simple. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller dans la description de mes émissions, vous trouverez le lien pour l'obtenir. Donc on a dit un prix d'entrée à 25 555 et grosso modo un stop loss à 23 445 par exemple. On va faire quelque chose comme ça. Et le take profit, bon bah là je sais plus ce qu'on a dit, mais effectivement ça sera moins important, ça va pas changer notre entrée en position. Mais voilà, on a dit quelque chose comme ça vers les 31 000. On va se mettre un petit peu en dessous des 31 000, donc le chiffre psychologique, pour pouvoir rester assez logique sur notre trade. Donc on va dire 30 990 par exemple. Voilà. Donc là on a notre trade. On voit que si jamais il est réussi, donc il y a 25 € de gain. Donc en fait là c'est un 2,5 pour 1 finalement. Parce que vous voyez que peut-être que j'avais pas parfaitement positionné mes lignes sur le graphique. Mais peu importe. Ici, je vais maintenant sur Bybit. Et on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut mettre un ordre pour ouvrir ce trade si jamais ce niveau des 25 550 est atteint. Donc pour ça, il faut mettre votre prix d'entrée ici, 25 555. Il faut mettre la valeur, donc là vous voyez que c'est en USDT, mais ça peut être aussi en Bitcoin. Justement sur le petit outil que j'ai créé, on connaît la valeur, on sait qu'il faut rentrer avec soit 121 $, soit 0,0047 Bitcoin. Donc bon, là on est en dollars, on va rester en dollars. On va mettre 121. Là, ça va être un long que l'on ouvre et on va pouvoir mettre notre take profit, donc 30 990, et notre stop loss que l'on a identifié au 23 445. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on a bien notre prix d'entrée qui est situé ici, le take profit, le stop loss, et je rentre sur un long ici. Et voilà, donc là j'ai mon ordre en cours, et si jamais finalement le Bitcoin vient chercher ce niveau-là, eh bien le trade sera ouvert. Vous avez même les lignes qui s'affichent sur Bybit, et si le trade s'ouvre, finalement, on sait que si on vient chercher le stop loss, on perdra que 10 $ et pas plus. Et c'est de cette façon en fait qu'on arrive à gérer nos trades sans prendre de risques, on fait du risk management en fait, hein. C'est comme ça que l'on procède pour pouvoir le faire intelligemment. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire du trading. Maintenant, je ne prétends pas être un très bon trader. Pour l'instant, ça se passe bien. On verra si ça continue dans ce sens-là. Voilà, j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, hein. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Ça permet de soutenir le travail quotidien, bien sûr. Moi, je vous dis à demain. Excellente journée à tous. Ciao, tout le monde.